Bonjour, bienvenue sur Startup Show. Alors pour lancer la saison 2 de nos émissions sur l'innovation et les startups sur la Côte d'Azur, je reçois aujourd'hui Myriam Assey, donc, qui a créé en 2009, c'est bien ça? Donc, en 2010, février 2010, NRF Lab. Voilà. Alors pour nous c'est vraiment un grand plaisir d'avoir Myriam sur ce plateau. D'abord parce que c'est la première femme chef d'entreprise qu'on reçoit dans Startup Show. Et en plus, donc un double titre, c'est que vous êtes ingénieur, c'est ça, en microélectronique. Et que je pense que c'est un métier qui est rare parmi les métiers exercés par les femmes. En effet, il y a peu de femmes dans ce métier. Vous avez été formée à l'ISEN, l'Institut supérieur d'électronique et numérique. D'accord, à Toulon, c'est ça? À Toulon, exactement. Voilà, donc sur une promotion de combien On était à peu près 60, et c'est vrai qu'il devait y avoir dans les 60 à peu près 5 femmes. Oui, voilà, donc vraiment bravo. Donc, par contre, je veux rassurer absolument nos internautes, c'est que l'invitation de Myriam n'a rien à voir avec la discrimination positive. Parce qu'en fait, si on a invité Myriam et NRF Lab, c'est que NRF Lab a reçu en 2011 une récompense importante. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'était? C'était le Best Startup Award de SAME, qu'on a eu l'honneur de recevoir l'année dernière, qui était pour nous une énorme reconnaissance de nos pairs par rapport à tout un travail qui avait été fait un an et demi auparavant. Voilà, donc justement à côté de Myriam, on a deux autres acteurs importants de la microélectronique. Donc Jacques-Olivier Piednoir, qui est le président de l'association SEM, donc Sophie Antipolis Microélectronique, qui organise chaque année un forum. Et donc le forum est d'actualité puisqu'il s'est terminé hier soir. Voilà. Et au sein de ce forum, il y a en général, donc, mais pas depuis le début, je crois, depuis quelques années, un concours start-up. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Très bien. Donc, SAM, ça veut dire Sophia Antipolis Microélectronique. Ça peut se prononcer SEM, ça peut se prononcer SAM. Et en fait, la mission de SAM est la promotion de la microélectronique sur la Côte d'Azur. Promotion de la microélectronique, ça veut dire qu'on a à cœur de faire croître à la fois les industries, la recherche académique, les écoles dans le domaine de la microélectronique. Et depuis quelques années, depuis au moins 5 à 6 ans, on se rend compte que la croissance de ce domaine, ça passe avant tout par les jeunes pousses. Par les jeunes pousses. Et donc, dans le cadre de ce forum SAM, on organise un concours où des jeunes entreprises vont pouvoir venir présenter leurs projets. Et un jury qui est fait par des industriels, des dirigeants des grandes entreprises ou des PME va juger, si on peut le dire, quelle est la start-up la plus intéressante pour les années à venir. Et c'est comme ça que NRF Lab a gagné le prix l'année dernière. Alors, il y avait combien de start-up cette année donc sélectionnées pour participer à ce concours? Alors, le processus de sélection est assez long, il s'étend à toute l'Europe. D'accord. Et on en a sélectionné 7 à différents stades des early seed, comme on les appelle, c'est-à-dire des startups qui sont encore au stade d'un docteur qui a fini sa thèse et qui a l'idée d'un produit, et des startups un peu plus mûres qui ont déjà 1 ou 2 ans, peuvent faire un chiffre d'affaires de 1 million d'euros ou 2 millions d'euros. Et sur les 7, il y en avait 5 qui étaient assez mûrs, et 2 qui étaient dans les early stage. D'accord. Alors, on va voir quelques images donc, qui ont été tournées, c'était mardi soir, puisqu'il y a eu donc la sélection, le choix et la remise du prix, donc mardi, pour le Sales Award, c'est ça, donc 2012. Voilà. Donc, on va lancer quelques images. Très bien.
Alors ça a été assez vite. Et alors, voilà. Et une question justement, cette start-up, elle est originaire d'où? C'est une start-up française puisque... Alors c'est une start-up française, Adaxis, je crois, qui sont originaires de Paris 6, mais je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas la fiche sous les yeux. Je crois que j'avais vu Palaiso. Voilà. C'était en fait une technologie qui vient de l'université de Paris 6 de Pierre et Marie Curie. Et justement, on va revenir sur l'origine universitaire de ces startups qui souvent jouent un rôle important et qui explique pourquoi on a eu du mal cette année à trouver une start-up dans la région PACA. Voilà, bon, je crois que ça fera partie d'une question clé du débat tout à l'heure. Alors je réserve la réponse. Alors notre troisième invité, c'est Pierre Bricot, qui est vice-président de SEM, mais c'est pas avec cette casquette-là qu'on l'a invité, c'est avec une autre casquette importante qu'il coiffe depuis plusieurs années, c'est celle de directeur opérationnel de SIMPACA. Oui. Alors, SIMPACA joue un rôle important pour les startups. Pierre, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que SIMPACA et quel rôle auprès des startups? D'accord. Oui, SIMPACA a démarré, c'est une initiative qui a démarré en 2003-2004, donc c'est une initiative assez vieille au sens temps. Et c'était l'idée avec les institutionnels, les académiques, les industriels, c'est comment peut-on créer un noyau pour aider les startups, les TPE, les PME, pour créer de l'innovation. Donc l'idée numéro 1, donc il y a 3 plateformes, il y en a une qui est MicroPack, le packaging qui est un élément fondamental dans la microélectronique, il y a la caractérisation qui est aussi un élément fondamental, et vous avez la conception. La conception a été, c'est vraiment le cœur de Sophia Antipolis, donc la plateforme de conception a été installée à Sophia Antipolis. Alors cette plateforme de conception, c'est quoi? Ce sont des outils en fait. En réalité, quand une start-up commence, ou que vous avez des très bonnes idées, quel est le rôle quand vous commencez à dire voici l'argent dont j'ai besoin pour créer mon produit, quelle est la ligne la plus lourde en généralement en investissement en développement, c'est les logiciels. D'accord. Les logiciels avancés, pour de la technologie avancée, sont quand même d'un prix exact. Donc, on a décidé, avec les EDA, donc les fournisseurs de logiciels, de mettre à la disposition sur des serveurs qui sont logés chez les universitaires, les logiciels d'avant-garde pour créer les circuits. Et c'est donc ça, et de tous les fabricants de logiciels connus, Sophia, etc. D'accord. Donc c'est ça le but de la plateforme. D'accord. Alors je crois que NRF Lab a utilisé la plateforme de SIMPACA. Exactement, elle nous a permis de nous soutenir pendant une période où justement on a développé une plateforme de test sur les RFID tags. Et durant cette période de développement qui était de l'innovation finalement en interne, on a pu bénéficier de cette plateforme et ça nous a donné un sérieux coup de pouce. Voilà, donc on verra en détail aussi tout à l'heure. Alors, avant de céder la parole à Myriam pour le traditionnel pitch de 2 minutes qui va nous permettre d'en savoir plus sur ce que fait donc NRF Lab, je voulais juste donc ajouter quelques mots pour expliquer où nous sommes aujourd'hui. Puisqu'en fait, c'est le nouveau studio, Web Studio Nastéolink qu'on inaugure aujourd'hui à Sophia Antipolis. Et je salue donc à cette occasion l'arrivée d'un nouveau partenaire parmi donc les initiateurs de la Web TV et donc de Startup Show. C'est le complexe All Suite donc, qui exploite ici les espaces Antipolis. Et donc il rejoint donc les partenaires fondateurs qui sont Nastéo pour la plateforme ici donc technologique qui nous permet de faire donc de l'interactif et donc d'avoir une relation directe avec les internautes, FG Media qui s'occupe de toute la prise d'image et on a ici donc plusieurs caméras, également WebTime Media donc qui est bien connu comme site d'information sur la Technopole et l'association Rivière Acume qui s'occupe de l'animation de start-up. Voilà, Myriam, c'est à vous pour 2 minutes pour le pitch et nous dire en quoi consiste et ce que fait donc NRF Lab. Alors NRF Lab a été fondé en février donc 2010. Toute seule, avec Olivier Fargan, mon associé. Nous sommes une entreprise spécialisée dans le test de composants électroniques passifs et actifs. Et on a séparé notre activité en 2 activités, un secteur qui est le service et un secteur qui est le produit. Au niveau service, nous proposons aux entreprises qui développent des circuits intégrés de tester leurs circuits, de le caractériser et de les aider à monter en test production.
Et au niveau produit, nous proposons une plateforme de test RFID Tag qui permet de tester des tags durant la période de développement, mais aussi qui permet de faire une comparaison entre un tag et un autre pour vérifier si effectivement il est plus performant que son voisin. Alors, je crois que la plateforme, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. On vient de la lancer juste là en septembre avec l'association du CNRFID, qui est le Centre national de recherche dans le RFID. D'accord. Et la commercialisation n'a pas encore commencé, ça... On a déjà des commandes de benchmark. On n'avait pas prévu, en fait. On a même des demandes au niveau des entreprises qui développent les lecteurs de tags. De travailler avec cette plateforme parce qu'en fait ils utilisent la réponse du tag pour améliorer leur modèle finalement de lecteur pour bien communiquer avec cette tag. Alors juste une petite chose peut-être que vous n'avez pas dit, donc vous et votre associé donc Olivier, donc vous êtes des anciens de Wipro, c'est ça? Oui, nous sommes des anciens de Wipro et la création de l'entreprise s'est fait comme ça arrive parfois par essaimage. À l'initiative au départ c'était un client qui s'appelle Genspan qui on n'a pas voulu le laisser tomber en fait. Oui, donc, puisque Wipro en fait a quitté Sofia, a fermé son site, licencié l'ensemble des employés et donc nous au départ l'idée c'était simplement de supporter ce client et puis de fil en aiguille des entreprises locales et puis un peu plus éloignées aussi nous ont demandé de les aider à faire leurs tests de circuit intégré puisqu'ils nous connaissaient. Et c'était surtout par du bouche à oreille, on va dire. D'accord. Donc la création d'entreprise, c'était pas quelque chose, un projet mûri de longue date, c'était l'opportunité en fait. C'était l'opportunité. Et puis en SEIM 2010, on m'avait conseillé d'y aller. Il y avait une conférence en fait de différentes chefs d'entreprise CIO qui présentaient leurs entreprises et qui expliquaient en fait comment était arrivée la start-up. Comment de start-up ils avaient été après jusqu'à une PME. J'avais été vraiment très impressionnée par ces gens-là et c'est vrai que ça vous a donné envie. Ça nous a donné envie. J'avais retenu beaucoup David Graziani qui était le CIO de Innovacard, qui a après été racheté par Maxime. Et ce qui m'avait impressionné, c'est qu'ils avaient commencé à 4 personnes en 2002 et en 2008, ils avaient fini à 30 personnes. Belle réussite. Donc, belle réussite, modeste au départ et belle réussite. Donc finalement, on s'est dit pourquoi pas nous. D'accord. Je crois qu'il y a eu un autre essaimage de Wipro qui fonctionne bien, c'est Riviera Wave. C'est Riviera Wave, oui, c'est aussi un autre succès, puisqu'en fait, dès la première année, ils étaient profitables. Ce qui est rare pour une start-up. Ce qui est rare, et on était dans leurs locaux à faire une réunion de SAM il y a 2 mois, et ça faisait plaisir parce qu'on voyait des cubes en construction, car ils recrutent, et il doit y avoir une vingtaine de personnes. Je les ai eu récemment au téléphone, je crois qu'ils sont 32. Ah ben voilà. Donc ils ont démarré à 12 et ils sont 32. Ils sont sur un secteur qui marche bien, le Bluetooth en low power, donc c'est un bel exemple de start-up micro-électronique. On aimerait en avoir d'autres comme ça. Ok, donc on va lancer le débat avec les internautes. Donc on va voir un petit peu quelles sont les questions qui sont posées en direct. La première question, on va vraiment dans le vif du sujet. Pourquoi aucune start-up de Sofia cette année? Alors on va commencer peut-être par Jacques, par le président de SAM. Alors on s'est posé la question, pourquoi cette année il n'y a pas de start-up de Sofia? Alors déjà, il y a des start-up à Sofia cette année, mais nous ce que l'on recherchait c'est des start-up dans le domaine de la conception micro-électronique, la conception, le test ou toutes les adjacences. Donc c'est un domaine un peu plus limité. Et en fait, quand on regarde les start-up qui sont venues, il y a un écosystème qui est nécessaire à la création. Et dans cet écosystème, on retrouve toujours quelque part, que ce soit pour la start-up qui a été faite avec l'université Pierre et Marie Curie ou les 2 start-up de Lyon, cette année, il faut un grand centre de recherche. Avec des grands labos qui vont générer 10, 20, 30 doctorants par an, des post-docs. Et dans ce tourbillon d'idées,
chaque année, il peut y avoir des thésards ou des chercheurs qui se disent, tiens, la recherche que j'ai faite, l'innovation que j'ai faite, ça peut donner un produit. Souvent, ces grands centres de recherche sont couplés à des incubateurs, à des fonds d'investissement, et ça crée des startups. Par exemple, ça marche bien à Sofia dans le domaine de l'informatique, avec l'INRIA, avec les incubateurs de PACA-Est et tout ça. Mais dans la microélectronique, on a des bons labos à Sofia, avec Polytech, on a des bons chercheurs, mais on n'a pas la taille critique qui font que chaque année, de manière répétitive, on crée une ou deux startups. Il y en a une de temps en temps, mais on n'a pas le même nombre de startups qu'on va trouver à Grenoble, à Lyon, à Paris, où il y a des organismes de recherche en microélectronique beaucoup plus importants. D'accord. Pierre, un commentaire là-dessus? Oui, moi je suis entièrement d'accord. J'ajouterais quand même une composante, si on essaye de se mapper par rapport à la Silicon Valley, qui est quand même la référence, l'art de tout le monde, c'est que aussi les entreprises, les grosses entreprises de Sofia, comme c'est surtout de la R&D actuellement, ils n'ont pas cette vocation d'aider ou d'aider la création de start-up en leur donnant de la sous-traitance que vous voulez. Donc, ça se fait plutôt autre part que dans Sofia. Et ça, c'est fondamental aussi pour aider la start-up, lui donner sa crédibilité, etc. C'est-à-dire qu'on a besoin en fait d'un grand centre de recherche avec une masse critique, mais d'un tissu industriel aussi qui soit présent et qui soutiennent les idées, les startups. Et il y a un dernier point, mais ça c'est typiquement américain, c'est que la notion en Europe et surtout en France, la notion d'échec est mortelle. On accepte mal en France, et ça c'est mon expérience personnelle, que lorsque vous avez échoué, ben ça arrive, vous avez démarré et échoué, que vous allez redémarrer. Ça va vous rester comme un boulet pendant, et ça c'est... Alors qu'aux États-Unis, au contraire, vous avez essayé quelque chose, vous n'avez pas réussi, bravo. Et on tire les leçons de l'expérience et on va de l'avant. Mais ça, c'était très long. D'accord. Ok, voilà. Myriam, un commentaire sur justement cette absence de start-up ou de tissu peu favorable peut-être à l'émergence de start-up? Je pense que je partage tout à fait l'avis de mes compères. Au niveau des start-up, ce qu'on observe, dans notre cas, nous, c'est un cas d'essaimage, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise à licencier et donc de nouvelles entreprises se sont créées. Les autres cas sont souvent par rapport aux universités, donc, puisqu'il faut bien trouver l'idée de l'innovation. Mais je penserais qu'il faudrait quand même rajouter une chose, ça s'appelle l'enthousiasme. Parce qu'il faut oser se dire, on y va. Je crois en mon idée, je crois en mon innovation et je suis prêt à mettre chaque échelon pour arriver à créer cette entreprise et à la maintenir. D'accord, c'est le mental, c'est comme pour les sportifs en fait. Oui, c'est ça, il faut y croire. Exact, il faut y croire. Alors, autre question, quels sont les obstacles au développement des startups en microélectronique? Le coût du recrutement, les outils. C'est une question de Nat. Qui est-ce qui veut répondre? Peut-être Myriam, puisque vous êtes en plein dans cette période-là. Donc, est-ce que le recrutement, c'est... Le sujet est vaste. Je pense qu'au niveau du recrutement, bien sûr, comme on est une start-up, c'est plus difficile de convaincre les bons candidats d'aller chez nous par rapport à une grande entreprise qui donne un socle qui est plus rassurant, en apparence en tout cas. Au niveau des fonds, NRF Lab, encore une fois, dans l'intérêt du PSE, nous avons bénéficié d'aide au niveau des équipements. Donc on n'a pas eu à investir énormément au départ, ce qui a été un énorme coup de pouce. C'était le fameux plan social de WePro qui vous a permis de bénéficier enfin, de tout un dispositif de soutien. De tout un dispositif de soutien. Et après maintenant, on se rend compte que d'aller chercher des fonds, quand on est une petite société, ça devient un peu plus difficile. Alors c'est beaucoup plus facile, disons que je dirais que le process a l'air bien établi quand vous demandez quelque chose qui est sur 3 ans et qui est bien établi, qui est de l'ordre de plusieurs dizaines de millions. Quand vous demandez 100K ou 200K, l'amorçage en fait. L'amorçage est plus difficile. D'accord. Sur le recrutement, parce que je crois que le secteur de la microélectronique ne se porte pas trop mal actuellement sur Sofia, ce qui veut dire beaucoup de recrutement, et ce qui veut dire peut-être aussi surenchère sur les salaires. Le recrutement, c'est difficile dans la microélectronique, c'est la catastrophe même. C'est-à-dire que quand on a un poste ouvert, là j'avais des postes ouverts à la fois en France, en Écosse, on a beaucoup de mal à trouver du monde.
parce qu'il n'y a pas assez d'ingénieurs qui sont formés en France. Et quand il y a des ingénieurs qui sont formés, ils ont beaucoup de choix. Et la microélectronique, parfois, souvent même, c'est pas leur premier choix quand ils ont un choix entre une boîte qui va développer des applications logicielles sur Android, sur smartphone, c'est plus à la mode que la microélectronique qui reste parfois un peu perçue comme... clandestine, quelque part. C'est du lourd, c'est du dur, c'est moins fun, quoi. Dans le cambouis. Donc il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs, et quand il y a des ingénieurs, ils ne vont pas toujours choisir la microélectronique. Ils ont tort, je pense, parce que c'est un secteur porteur, c'est un secteur qui a connu une croissance très importante dans les années 80-90, moins importante maintenant, mais c'est quand même une bonne croissance si on compare à d'autres industries. Et les entreprises de la microélectronique peuvent faire des profits importants. D'accord. Alors, on a évoqué aussi le problème des outils. Est-ce que les outils en microélectronique pour développer ces produits, c'est plus cher, peut-être Pierre? Bon, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas très bien, je viens aussi d'une société EDA. Donc effectivement, les outils actuellement, avec le problème numéro un, c'est la taille physique du silicium, hein, on parle en nanomètres, etc. Donc plus vous allez dans une sophistication du silicium, plus les outils doivent être plus sophistiqués. Okay. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il y a toute la formation. Il y a la formation sur ces outils. Une fois que une société a pris une décision de faire une chaîne de conception, elle a investi beaucoup d'argent, elle a investi de la formation. Donc c'est après beaucoup plus difficile pour une petite start-up de dire j'ai des outils plus novateurs. D'accord. Parce que on vous dit très bien, mais on ne sait pas de quoi vous parlez là. Okay. Et donc ça, c'est aussi un problème très important qui se développe. Donc c'est les outils, fondamentalement, c'est un investissement très lourd. Très lourd. C'est pour ça que... Il faut peut-être expliquer aux internautes ce que sont les outils, parce qu'on parle d'outils, ils vont peut-être s'imaginer, c'est pas un marteau, c'est pas, pas une clé à molette. Oui. En fait, si vous êtes un journaliste, pour écrire un livre, vous avez besoin d'un traitement de texte. Et Word, pour le citer, c'est un outil logiciel pour écrire un livre. Vous êtes un architecte, pour faire le plan de votre maison, vous allez avoir besoin d'un logiciel. Autodesk ou d'autres logiciels, ou Google, il y en a plein d'autres. Vous devez faire un circuit intégré, il y a 100 millions de transistors à assembler, vous allez avoir besoin de logiciels qui vont vous permettre de faire la conception du système, l'implémentation. C'est très complexe. Un logiciel, ça demande d'avoir une centaine d'ingénieurs qui travaillent pendant 3-4 ans dessus avant d'avoir le premier produit. Un logiciel, ça peut coûter entre une dizaine de milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on n'est pas, on n'est pas dans le prix du logiciel que vous allez acheter sur le net, quoi. Donc pour une start-up qui veut faire un circuit intégré, acheter toute une chaîne complète de logiciels pour faire la conception et la réalisation, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc soit il y a des investisseurs qui croient beaucoup dans cette start-up et qui vont lui donner l'argent, soit ils vont voir Pierre et ils bénéficient à travers de ce qu'on appelle l'incubateur et la ferme de mise à disposition de logiciels. Merci Jacques-Olivier. Non, c'est tellement évident pour moi que parfait, exact. Alors, prochaine question. On est en partie répondu. Donc le secteur de la microélectronique est-il porteur? Apparemment oui, c'est pas pour ça qu'on ne trouve pas de start-up en fait. C'est pas parce qu'il y a une crise de la microélectronique. La microélectronique a toujours eu des cycles. D'accord. Mais des cycles qui concernent plus les grands comme ST, TSMC, qui ont des fabrications, qui vont générer des millions de puces par mois. Il y a toujours des cycles en mémoire, en microélectronique. Quand on est une start-up, on est beaucoup plus en amont. Généralement, on est soit dans la conception de circuits, dans la conception de logiciels. Et si on regarde sur les 20 dernières années, à part ces cycles, c'est un secteur qui marche bien. Qui est porteur. Oui. Ok. Myriam Je crois qu'on a un exemple avec CSR qui va aller être racheté par Samsung. Donc je pense que c'est une entreprise britannique donc, qui était sur Sophia et qui vient d'être rachetée effectivement donc, par Samsung. D'accord. Pierre, je pense que c'est un secteur porteur, mais je suis croyant, donc il n'y a pas de pas de doute. J'ai pas de doute.
Alors, tiens, justement, alors qu'apporte Simpaka aux startups et surtout, ce qui est important effectivement, à quelles conditions peuvent-elles profiter des outils mutualisés? Est-ce que il faut payer, il faut montrer patte blanche? Comment ça se passe? Ok. Donc, l'avantage d'utiliser la plateforme qu'un dit Jacques-Olivier, un peu Myriam aussi, c'est que vous avez accès à ces fameux logiciels qui vous permettent de traiter des millions de transactions, etc. Donc ça, c'est bien. Alors, mais comment on a accès il faut se présenter, je ne sais pas, voilà. Qui est-ce qui décide? Voilà, comment ça se décide? C'est classique parce que la plateforme, l'investissement de cette plateforme est fait par les institutionnels, etc. Donc il faut éviter les règles de non-concurrence ou commerciale, etc. Donc le problème, une start-up arrive et dit voilà mon projet. Voici ce que je veux faire, voici le produit que je veux faire dans tant de mois, etc. Et j'ai besoin d'utiliser cet ensemble de logiciels. D'accord. On va peut-être demander à Myriam son témoignage. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes adressé à Simpaka? Oui, bon, c'est des anciens de WePro qui nous ont dit vous devriez aller là-bas. Voilà. Donc, on est allé là-bas. Ça a été un peu. Comme on connaissait très bien WePro et les gens de WePro. Voilà, on a quand même été pas mal bien aiguillés. Puis donc on est devenu adhérents et puis tout naturellement. Donc il faut adhérer. Il y a une adhésion. Il me semble qu'il y avait une adhésion. Oui, c'est une association. Au point de vue structure, on est une association, donc vous devenez membre en adhésion. Donc une fois que vous êtes membre, soit vous faites partie d'un projet dit collaboratif, ça veut dire universitaire, recherche, industrie. Il y a aussi donc plusieurs partenaires. Alors plusieurs partenaires. Là, vous avez accès aux outils par définition, puisque pour le projet universitaire, soit vous êtes une petite start-up où le but de l'opération c'est de faire un produit commercial. À ce moment-là, suivant votre statut, mais vous payez un supplément pour l'utilisation des outils. Et ceci en parfait accord avec les éditeurs de logiciels. Il n'y a pas de secret. D'accord, mais donc il faut une start-up doit payer quelque chose. Si c'est pour développer le... Par rapport à l'accès des licences, pour ne pas les citer, Cadence ou Mentor, le prix de l'adhésion est tout à fait dérisoire. Vraiment. Il est adapté en fait à la taille de la société. D'accord. Donc pour finir le mode d'inscription, après on a rempli une fiche qui expliquait notre projet, pourquoi on avait besoin de cet outil, combien de temps on en avait besoin. Et, il a été validé, gentiment, merci. Et ça nous a permis donc de développer de notre côté. D'accord. Et jusqu'à maintenant, donc, depuis que Simpaka existe, il y a combien à peu près de start-up qui ont pu profiter de Simpaka? De cet ensemble. Alors, on est bien d'accord. Donc, l'association elle-même a à peu près de 50 membres actuellement, puisqu'il y a les institutionnels, les vertières, mais les start-up au sens de l'utilisation de ce qu'on appelle la ferme, de l'anglais Compute Farm. C'est juste pour voir d'où vient le nom. On est actuellement à 24. 24. Sur un laps de temps de combien de... La ferme a commencé en 2009, fin 2008-2009. Ce qui est pas mal. Donc en 3 ans, on a eu... Et c'est que des gens de la microélectronique de la PACA. D'accord. Donc il y a quand même un vivier de Il y a un vivier, il y a des bons outils sur Sophia Antipolis pour créer des startups. Simpaka en est un. Je représente un éditeur de logiciels et on ne fait pas ça par... On équipe la ferme de logiciels pas par pure philanthropie, mais simplement c'est un investissement. Une entreprise comme Riviera Web, par exemple, a bénéficié des logiciels. Les vendeurs de chez Cadence se sont dit, de toute façon, Riviera Web n'a pas les moyens d'acheter les logiciels aujourd'hui, donc autant qu'ils les utilisent à travers la ferme, qu'ils grandissent. Et maintenant que Riviera Web c'est déjà un client maintenant. À un moment donné, il y a une discussion entre l'éditeur de logiciels et la start-up qui devient plus grande, où l'éditeur de logiciels dit, bon, bah, ça y est, maintenant vous êtes grand, vous avez des revenus, vous pouvez payer, quoi. D'accord. Alors, une autre question, c'était justement donc, par rapport aux industriels. Les industriels de la Technopole peuvent-ils apporter un soutien aux startups? On a vu qu'il y avait un doute à ce niveau-là, c'est ça, Pierre? Je vais démarrer, comme ça tu pourras arrondir. Non, c'est pas un doute là-dessus. Tout industriel, vous prenez les gros de Sophia, ils vont vous dire, attendez,
on les aide, on travaille avec eux. C'est un peu une mentalité, un esprit. Hein. L'esprit actuellement, ces startups ont besoin, c'est pour ça qu'on l'a organisé au forum, d'ailleurs c'est one-to-one entre les startups et les gros industriels. Et donc, il faut que ces industriels disent oui, c'est intéressant, mais et ça c'est bien. Mais après, elle est l'autre étape. Et puis on va participer avec votre projet. Et ça, c'est plus. Voilà. Donc là, on arrive déjà au terme de l'émission. C'était presque trop rapide. Donc, conclusion, il y a un potentiel. Yes. Il faudrait une masse critique donc, en matière de recherche. C'est peut-être ça le talon d'Achille. Oui. Et peut-être une participation plus active de la part des industriels. Des grandes entreprises. Voilà. Oui. Donc, je remercie donc, nos 3 participants à cette table ronde. Et donc, notre prochain rendez-vous, ce sera donc avec la jeune pousse lauréate du challenge Jeune Pousse de Télécom Valley. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.